So we're just gonna push on Tony's side onto his ground, but only until his license expires at midnight. I don't care what it is. I don't care if you're in the water. I don't care if it's soup. Get it over the line. If we can get like 100 feet across that whole section. You know what it's gonna cost to move the back? Parker Schnabel a fermé sa propre mine d'or après avoir extrait du sol plus de 40 millions de dollars d'or, et personne n'était autorisé à s'en approcher. Eh oui! Après l'une des plus grandes opérations de nettoyage de l'histoire de la ruée vers l'or, Parker a complètement verrouillé le site. Les portes étaient fermées. Le matériel était stationné. Des gardes tenaient les curieux à distance. C'était comme si le site, autrefois une exploitation minière à ciel ouvert, était devenu un coffre-fort hermétique. Il ne s'agissait pas seulement d'un protocole de sécurité, il s'agissait d'un confinement total, immédiatement après que la mine eut enregistré l'une des saisons les plus fructueuses jamais vues au Klondike. Des années plus tôt, cette même étendue de terre n'était guère plus qu'un pari risqué d'adolescent, une intuition, un pari risqué. Mais Parker Schnabel en avait fait une mine d'or. Il avait transformé ce pari en une fortune. Et puis, soudain, il s'en est allé. La question que tout le monde se posait était « Pourquoi ?» L'ascension de Parker Schnabel dans le monde de l'exploitation aurifère a débuté par l'une des décisions les plus audacieuses de l'histoire de la ruée vers l'or. À seulement 6 ans, il a pris les rênes de l'exploitation minière dirigée par son grand-père, le célèbre et respecté John Schnabel. L'opération se déroulait en Alaska, une région connue pour ses conditions de vie difficiles et ses réalités financières encore plus difficiles. Mais ce n'était pas un simple job d'été pour un lycéen. Ce fut le moment qui détermina le cap de sa vie. Dès le début, Parker démontra qu'il n'avait pas peur de prendre de gros risques. Il investit 0 $ de ses propres fonds dans une nouvelle concession minière, un terrain qui n'avait encore rien prouvé. Il n'y avait aucune garantie, pas de solution de secours. Il misait tout sur sa capacité à analyser le terrain, à gérer une équipe et à déjouer les pronostics. Ce que la plupart des gens ne voyaient pas, c'était la pression, ce poids invisible. À cet âge, il ne cherchait pas seulement des paillettes d'or, il cherchait à faire fortune au Klondike, l'une des régions minières les plus légendaires de la planète. Il devait prendre des décisions rapides, et chacune d'elles pouvait faire la différence entre l'exploitation et son succès. J'ai une idée. Si tu veux être responsable de l'usine, de Terry et de Gary, je peux simplement apporter de la terre à l'usine, comme je l'ai fait l'année dernière, a-t-il dit un jour. Ce genre de réflexion, des changements rapides, des réorganisations à la volée, est devenu la marque de fabrique de Parker en tant que leader. Puis, dans une décision qui allait influencer toute la saison, Parker choisit de scinder son équipage de débutants en 2 unités distinctes. Nombre d'entre eux étaient novices sur le terrain impitoyable de l'Alaska, mais ils devaient parcourir plus de terrain et progresser plus vite que jamais. L'une de ces unités fut baptisée Wolfcut Crew. Leur mission n'était pas seulement de creuser, mais d'ouvrir la voie, de pénétrer en territoire vierge et de mettre au jour de nouveaux terrains jamais exploités auparavant. Ils étaient en première ligne, opérant dans des conditions physiques extrêmes et sous une pression temporelle extrême. Le Yukon n'attend pas, et eux non plus. Leur tâche consistait à creuser à travers 9 mètres de pergélisol solide. En dessous se trouvait la couche productive, où l'or pouvait se cacher. Mais cette couche productive était complètement gelée. Rien ne pouvait passer dans l'usine de lavage avant le dégel, et le dégel prend du temps. Au Yukon, les mineurs sont constamment en course contre la montre. Si le sol est encore gelé, aucun effort ne permettra de produire de l'or. Et le printemps était tardif cette année-là. Je vois des morceaux gelés qui peignent près de l'usine, a remarqué Parker lors d'une période particulièrement frustrante. On dirait que Justin et Tyson ont vraiment du mal avec les matières gelées. Le froid était devenu plus qu'une nuisance. C'était une sérieuse menace pour la productivité. Le printemps a été très froid et, vous savez, ça va forcément poser problème. Le deuxième groupe était l'équipe Drift Cut, dirigée par ses contremaîtres de confiance, Mitch et Tyson. Leur mission était tout autre. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Ils devaient trouver beaucoup d'or, et vite, pour financer l'opération. Ils scrutèrent minutieusement chaque recoin de leur zone minière, à la recherche du moindre signe d'or, d'une petite tache dans la terre, d'une couche de gravier prometteuse, susceptible de leur rapporter une récompense colossale. Au fil des semaines, les 2 équipes travaillèrent sans relâche. Le pari risqué de Parker en Alaska s'était transformé en une véritable course contre la montre, et le monde entier observait si le jeune homme parviendrait à le réussir. Mais le problème,
c'est qu'avec une telle superficie, si on ferme l'usine, je ne sais pas si on pourra tout terminer d'ici la fin de l'année. Mais on va se battre toute la saison. On ne freine pas le lavage et on se concentre sur le décapage. Pendant des semaines, les deux équipes ont travaillé chacune dans leur coin, face à des défis qui leur sont propres. D'un côté, il y avait l'équipe de Wolfcut. Leur quotidien était une lutte lente et acharnée contre la terre. Jour après jour, les excavatrices géantes raclaient des couches de terre et les bulldozers poussaient d'énormes tas de terre gelée. Ce dont personne ne parle, c'est la monotonie et le travail physique écrasant de ce genre de travail. Voyez-vous, ils ne trouvaient pas encore d'or. Ils se contentaient de déplacer des tonnes de terre, espérant que quelque part en dessous, à 9 mètres de profondeur, se trouvait un trésor d'or. En coulisses, l'ambiance de l'équipe était probablement un mélange d'espoir et d'anxiété croissante. Chaque jour sans couleur signifiait que l'opération perdait des milliers de dollars. De l'autre côté de la réclamation, l'équipe de Driftcut ressentait une pression différente. Ils ne se contentaient pas de préparer le terrain pour l'avenir. Ils étaient censés payer les factures du présent. Mitch et Tyson ont poussé leur petite équipe à fond. Ils examinaient constamment des échantillons de terre, scrutant du regard cette lueur jaune si révélatrice. C'est vraiment étrange, mais parfois, dans l'exploitation minière, on peut être à quelques mètres d'une fortune sans s'en rendre compte. Ils creusaient une tranchée et ne trouvaient rien, puis déplaçait la pelleteuse de 3 mètres vers la gauche et tombait soudain sur une poche d'or. C'était un jeu de cache-cache géologique stressant. Il fallait ajuster le débit d'alimentation et l'eau. C'était très amusant, mais aussi un véritable défi, car on se retrouve face à un matériau et une eau à perte de vue. Partez, la tension montait sur toute l'opération. Parker passait son temps à faire la navette entre les deux sites, à suivre l'avancement des travaux, à encourager ses équipes et à gérer les coûts exorbitants du carburant et du matériel. Ce qui soulève de nombreuses questions, c'est comment un adolescent a pu gérer un tel niveau de stress. Il n'était pas seulement mineur, il était PDG d'une entreprise complexe et très coûteuse. Et puis, comme par magie, au moment même où les choses semblaient les plus difficiles, la découverte s'est produite. Après des semaines de fouilles, l'équipe de Wolfcut a finalement trouvé la couche qu'elle cherchait. Le gisement était riche. Lors de leur premier test, l'écluse s'illumina d'or. Le sol, qui avait été leur plus grand espoir, révélait enfin sa richesse cachée. Le rêve de Parker et sa foi inébranlable en son plan étaient enfin récompensés. Et juste au moment où l'on pensait que la situation ne pouvait pas s'améliorer, l'équipe de débardage a également trouvé l'or presque au même moment. Leurs recherches minutieuses ont porté leurs fruits. Ils ont trouvé un gisement suffisamment important pour financer l'ensemble de leur exploitation dans un avenir proche. C'est là qu'ils ont compris. Le plan fou de Parker de diviser les équipages avait finalement fonctionné. Soudain, tout prenait sens. L'un des équipages avait assuré son avenir, et l'autre payait son présent. La nouvelle de son double succès se répandit comme une traînée de poudre, et tout le monde commença à réaliser que Parker Schnabel n'était plus seulement un enfant avec un grand-père célèbre. Il était une véritable mine d'or, la percée et les machines cassées. L'or affluant enfin des deux équipes, les opérations de Parker passèrent à la vitesse supérieure. Désormais chercheur d'or expérimenté, il mit le cap sur un gisement d'or massif qui, selon lui, pourrait enrichir considérablement tous les acteurs. Mais il est étrange de constater qu'en exploitation aurifère, dès qu'un problème est résolu, un autre apparaît. La vérité, personne ne s'attendait à ce que leur propre équipement devienne leur pire ennemi. Voyez-vous, la vieille machine de traitement de l'or de Parker, connue sous le nom de Washing Plant, n'était plus fiable. Il utilisait une machine louée pour faire fonctionner l'équipe. Mais le nouveau chef de son équipe, Uncertain Mark, détestait utiliser du matériel de location. Le problème, c'est que les machines louées sont souvent vieilles et mal entretenues, et qu'elles ne fonctionnent tout simplement pas bien. Et comme si cela ne suffisait pas, le meilleur ouvrier de Parker, Mitch, n'était pas sur place à ce moment-là, ce qui compliquait encore les choses. Leur objectif était de mettre en place et de faire fonctionner leur propre station de lavage, la puissante Big Red, au plus vite. C'est là que les choses se compliquent. Il a fallu déplacer la machine géante et l'assembler pièce par pièce. L'équipe a dû déplacer avec précaution un énorme tube métallique, appelé convoyeur à résidus, jusqu'à la position idéale. Il était crucial de réussir. Il a fallu un effort considérable, avec des chaînes et des excavatrices, pour installer correctement cette gigantesque pièce d'acier. Après tout ce travail acharné, la machine était enfin prête.
Parker parle donc d'installer la nouvelle usine de lavage qu'il a conçue et construite. Mais nous allons faire fonctionner une usine inconnue pour tenter de terminer les travaux, ce qui nous a toujours causé quelques soucis par le passé. C'est alors que Parker a pris une décision choquante qui a révélé l'ampleur des enjeux. Il a décidé de fermer complètement l'accès à la zone où l'or avait été découvert. Il a verrouillé sa mine. Il s'agissait en réalité de protéger sa découverte et de permettre à son équipe de se concentrer à 100% sur l'extraction de l'or, sans distraction. Cela pouvait être très rentable, mais cela mettait aussi son équipe sous pression. 2 ans après cette installation initiale, le site minier de Parker en Alaska était devenu une véritable opération d'envergure. Ils avaient déblayé près d'1,5 kilomètre de débris d'une ancienne zone minière et étaient prêts à tester réellement la quantité d'or qu'ils pouvaient extraire. Ils espéraient extraire une once d'or par heure de fonctionnement des machines, mais alors que tout semblait aller pour le mieux, un petit problème survint. Leur balance était une balance ordinaire, et non une balance spéciale pour peser en once troy, comme c'est le cas pour les métaux précieux. Ce fut un problème mineur, mais ils ont quand même procédé à leur première pesée. Il leur manquait un peu leurs 13,8 onces d'or, mais l'or valait quand même plus de 23,0 $. Pour la première heure d'extraction, ce fut un résultat fantastique et un signe avant-coureur des richesses colossales à venir. Le succès de cette première pesée n'était qu'un début. L'équipe avait désormais trouvé son rythme et l'or s'accumulait. Ce dont personne ne parle, c'est l'ampleur de la quantité d'or qu'ils ont découverte. Lors d'une opération de nettoyage, ils avaient 3 bateaux tellement remplis d'or que c'en était presque incroyable. Après une journée d'extraction incroyable, ils ont atteint le poids impressionnant de 253,8 onces. À plus de 820 $ par jour, ils ne se contentaient pas d'extraire de l'or, ils imprimaient de la monnaie. À ce stade de la saison, leur total atteignait le chiffre incroyable de 381,1 onces. Parker, connu pour sa gentillesse envers son équipe, décida de les récompenser généreusement. Dans un geste qui a choqué tout le monde, il a offert à chaque membre de son équipage une prime surprise de 122,0 $ en or. C'était un signe évident qu'ils considéraient leur succès comme un travail d'équipe. Mais alors que tout semblait normal, une autre catastrophe a frappé. Des rochers ont commencé à obstruer leur machine. Un jeune ouvrier nommé Evan a été le premier à repérer le problème. Ils ont dû fermer Big Red à plusieurs reprises pour dégager les rochers. Mitch, de retour aux commandes, s'est rendu compte qu'un écran à l'intérieur de Big Red était déchiré, ce qui laissait passer de grosses pierres et provoquait des embouteillages. Cette installation, avec sa largeur de passage beaucoup plus importante, devrait augmenter notre distance parcourue et nous aider à écouler toute la paie que nous devons payer ici à Dominion, dans le Money Pit. C'est un peu risqué de se lancer dans quelque chose qui n'a pas encore été testé en fin de saison, mais c'était un énorme problème. Les embouteillages non seulement les ralentissaient, mais ils risquaient de perdre de l'or à chaque fois que la machine s'encrassait. Mitch dut grimper et remplacer lui-même l'écran géant et lourd. C'était un travail difficile et exigeant. Après avoir enfin réparé le problème, l'exploitation minière a repris. Mais les difficultés se sont multipliées. Ils ont découvert que des rochers bloquaient également l'écoulement de l'eau dans les écluses, empêchant ainsi l'or de se déposer correctement. Encore une fois, c'était l'écran cassé qui était en cause. Une fois Big Red réparé pour de bon, il était temps de voir ce qu'il pouvait vraiment faire. Et vous n'en croirez pas vos yeux. Le premier nettoyage après la réparation a permis de récupérer 51,6 onces d'or, d'une valeur de 90,0 $. C'était un excellent début. Mais vint ensuite l'installation de lavage, une machine appelée Slucifer. Cette machine produisait une quantité incroyable de 210 onces. Mais le plus palpitant restait à venir. L'équipe se rassembla pour peser l'or provenant du grand nettoyage de Slucifer. Les chiffres sur la balance ont continué à grimper pour finalement atteindre le chiffre stupéfiant de 360,5 onces. Cela représentait près de 600,0 $ d'or provenant de leur deuxième meilleure machine. L'excitation était à son comble. C'est là qu'ils ont réalisé. Avec autant d'or extrait du sol, ils étaient assis sur une fortune. C'est à ce moment-là que Parker a pris sa grande décision. Avec des opérations de nettoyage d'une telle ampleur et un sol incroyablement riche, il a décidé de fermer tout accès à sa mine. En réalité, personne ne s'attendait à ce qu'il soit assis sur l'une des plus grosses mannes de sa carrière et qu'il doive la protéger des mineurs rivaux ou de quiconque pourrait vouloir en profiter.
Ce geste audacieux a eu un retentissement dans la communauté des mineurs d'or et a prouvé que Parker Schnabel avait vraiment trouvé le filon. La rumeur de la ruée vers l'or. Que se passe-t-il vraiment? Regardez Parker Schnabel et son équipe extraire du sol plus de 14 millions de dollars d'or est une incroyable histoire de réussite. C'est l'histoire de personnes qui ont surmonté des difficultés et remporté de gros succès. Mais voyez-vous, avec une série à succès comme Gold Rush, les fans émettent toujours des rumeurs et des théories qui se demandent ce qui se passe quand les caméras ne tournent pas. Sur Internet, des fans dévoués analysent chaque scène et leurs discussions soulèvent d'importantes questions et des idées farfelues sur la série. L'une des théories les plus répandues est ce que les fans appellent l'or du producteur. Le fait est que l'intensité dramatique d'un objectif de saison contribue grandement à l'enthousiasme de la série. La théorie veut que si une équipe est légèrement en deçà de son objectif dramatique majeur au dernier épisode, les producteurs pourraient trouver un moyen de l'aider à y parvenir. Ce dont personne ne parle, c'est de la pression exercée par la chaîne pour offrir une fin grandiose et satisfaisante aux téléspectateurs. Cette théorie suggère qu'une petite quantité d'or pourrait peut-être être ajoutée à la pesée finale pour améliorer le résultat et créer une finale plus palpitante. C'est un scandale, mais certains fans y croient. Ils se demandent si chaque éclat d'or visible sur la balance provient directement du terrain de la saison. Une autre théorie, plus complexe encore, concerne les transactions foncières. Parker ne possède pas la totalité des terres qu'il exploite. Il en loue une grande partie à une autre légende de la ruée vers l'or, Tony Beats. Dans l'émission, on apprend que Parker verse une redevance, un pourcentage sur l'or qu'il trouve, aux propriétaires fonciers. Mais il s'avère que l'histoire est plus complexe. Du moins, c'est ce que pensent les fans. Ce qui soulève vraiment beaucoup de questions, ce sont les détails de ces accords. La théorie des fans suggère que les accords de redevance sont bien plus complexes que ce qu'on nous raconte à la télévision. Le dernier montage est vraiment bon, mais les taux de redevance doivent changer. Par exemple, après 6-0 ounces, on paye 25% de royalties. Par exemple, sur 8-0 ounces, on donnerait presque 2 millions de dollars à Tony Beats. Et franchement, je me ruinerais en faisant ça. Certaines idées vous surprendront. Les fans se demandent s'il existe des bonus secrets. Par exemple, Parker bénéficie-t-il d'une réduction sur ses redevances s'il extrait plus d'un certain nombre d'onces? Au contraire. Y a-t-il des pénalités secrètes s'il n'atteint pas un certain objectif? Et alors que vous pensiez que c'était on ne peut plus étrange? Certains fans pensent que les deux rivaux seraient plus amicaux en coulisses qu'ils ne le laissent paraître. Cette rivalité fait beaucoup de bruit à la télévision. Mais peut-être que leur accord commercial est si avantageux pour eux deux qu'ils en font trop pour les caméras. Mais voilà le plus fou. Le scandale le plus fou dont on murmure parle concerne l'or perdu. La théorie est que l'or que l'on voit peser dans l'émission ne correspond pas à la totalité de l'or qu'ils trouvent. En réalité, selon cette théorie, les mineurs pourraient procéder à des nettoyages plus petits, moins spectaculaires, jamais filmés. Ils pourraient vendre discrètement cet or hors champ à des acheteurs privés. Pourquoi feraient-ils cela? En fait, cela leur assurerait un flux de trésorerie stable pour payer des dépenses comme le carburant et la nourriture, sans que cela soit lié à un grand scénario télévisé. Cela signifierait également que les sommes colossales que l'on voit à la fin de la saison pourraient ne pas refléter la réalité. En réalité, personne ne s'attendait à ce que leurs gains réels soient encore plus élevés que les chiffres incroyables de la série. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe aussi des théories sur l'équipe. On voit un groupe restreint de personnes à la télévision, mais une exploitation minière aussi importante que celle de Parker nécessite beaucoup plus d'aide. Il y a probablement d'autres mécaniciens, chauffeurs de camions et ouvriers qui n'apparaissent jamais à la caméra. Cela soulève des questions sur le salaire réel des membres de l'équipage que nous voyons. Sont-ils simplement payés à leur salaire ou reçoivent-ils un véritable pourcentage de l'or? La série garde ces détails secrets, ce qui laisse libre cours à l'imagination des fans. Tony a-t-il décollé? Il doit avoir recours à l'aérotransport pour sa deuxième drague hors de Thistle Creek. Il devrait continuer à nous survoler. Il pourrait peut-être apprendre une chose ou deux, que ces théories soient vraies ou de simples rumeurs. Elles ajoutent une dimension supplémentaire à l'univers à enjeu élevé de l'exploitation aurifère. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement de théories de fans sur ce qui pourrait se passer aujourd'hui. La série a une longue et folle histoire, pleine de véritables ratés devant les caméras, qui ont fait scandale à l'époque. Ce dont on ne parle plus, c'est de l'époque de l'équipe d'Hoffman et de ses échecs légendaires.
Voyez-vous, des années avant que Parker ne devienne le roi du Klondike, Todd Hoffman et son équipe de novices étaient les vedettes du spectacle. Leur plus grand scandale fut un voyage désastreux en Guyane, en Amérique du Sud. Ils quittèrent l'Alaska avec la promesse irrésistible de trouver des montagnes d'or dans la jungle. Mais le plus fou, c'est que ce fut un échec total. Ils ne trouvèrent presque pas d'or, leur équipement tombait constamment en panne dans la boue épaisse, et l'équipage était misérable. Pour les téléspectateurs, ce fut une saison bouleversante, comme si on assistait à un désastre au ralenti. Elle a provoqué un énorme scandale parmi les fans, chacun se demandant comment une équipe pouvait être si mal préparée et prendre autant de mauvaises décisions. Cette saison en Guyane reste dans les mémoires comme l'un des plus grands désastres de l'histoire de la série. Un exemple concret de la façon dont la ruée vers l'or peut vous mener sur une voie très coûteuse et sans issue. Parker a bloqué l'accès à des millions d'or. Mais que cherchait-il exactement à empêcher? Était-ce des rivaux ou des secrets? Aimez, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez.